Merci beaucoup, Guillaume Bronsard. Merci, Madame Capelier, de cette invitation à laquelle je suis très sensible. Bien que je vous ai dit, je ne suis pas psy, mais bon, voilà, j'ai quand même une certaine connaissance des enfants de fait de ma place de pédiatre. Et je voulais vous expliquer un petit peu comment on avait réfléchi pour limiter en fait les risques psychotraumatiques lors des examens médico-légaux des enfants, hein, des examens génitaux des enfants, parce que j'avais été très très choquée quand j'ai commencé ma pratique il y a une trentaine d'années, qu'on me dise tout le temps que c'était des examens extrêmement traumatisants. Je pense que si on les conduit de manière un peu protocolisée et un peu attentive, ce sont des examens qui, au contraire, peuvent être pour l'enfant et pour la famille, source de réconfort, de réassurance. Et voilà, c'est comme ça que moi, j'entends ces examens. Alors, on est dans un cadre extrêmement contraint et souvent les gens nous vivent comme les médecins de la police. Alors, on n'est pas les médecins de la police aux UMJ, mais bon, il y a un cadre, une réquisition judiciaire, on prête serment, ce sont des examens dont les résultats sont destinés à l'autorité judiciaire, aux enquêteurs, donc vraiment un cadre extrêmement particulier. D'ailleurs, si on ne défère pas aux réquisitions, on peut être même condamné à des amendes, etc. Enfin, ça ne nous arrive pas, mais enfin bon, cadre contraint, une séparation très stricte du constat et des soins. On n'est pas dans une position de soignant ici, là, en tant que pédiatre. On ne fait pas d'ordonnance, voilà. Donc, un cadre particulier. Et du coup, un cadre particulier qui fait qu'on a développé des liens très forts dans l'équipe. Parce qu'en face de nous, on a l'autorité judiciaire, l'autorité policière. On défend le secret professionnel, bien évidemment, hein, dans tout ce qu'on peut connaître des familles et des enfants qui n'ont pas à voir avec la procédure judiciaire. Donc, on a développé des liens extrêmement forts dans l'équipe et aussi du fait qu'on est obligé de s'appuyer les uns sur les autres parce qu'on n'a pas d'instance pour prendre soin de nous, je dirais. Hein. On n'a pas de supervision, on n'a pas de temps de débriefing, de choses comme ça. Donc, on s'appuie beaucoup les uns sur les autres et voilà, depuis longtemps. Donc, on fait 200 à 250 examens génitaux d'enfants par an et 1200 majeurs, vous voyez. Donc, on a trois examens par 24 heures. Hein. Notre service est ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc, on a une grande habitude des examens de violences sexuelles. Alors, comme je dis souvent, on n'a jamais l'occasion de faire deux fois une première impression, donc on privilégie vraiment l'accueil chez nous et on exige du coup d'avoir des examens sur rendez-vous. Alors, ce sont des rendez-vous qui peuvent être à court, voire à très court terme, hein, quand on est dans une situation de flagrant délit, mais voilà, on dispose d'un temps suffisant, d'un temps nécessaire pour l'enfant et pour sa famille. On n'enchaîne pas les examens comme ça de façon totalement anarchique et désordonnée. Donc, examen sur rendez-vous et examen où on a essayé de réfléchir à une continuité dans la prise en charge de l'enfant. Alors aujourd'hui, il y a les UAPED où il y a l'audition des mineurs qui est faite avant l'examen médico-légaux. Nous allons ouvrir une UAPED prochainement chez nous. La salle d'audition est terminée, mais nous n'avons pas les moyens humains encore pour la mettre en route, je dirais. Donc, on a essayé de privilégier un dialogue enquêteur-UMJ et nous présentons aux familles, quand elles ont fini l'audition à la brigade de protection des mineurs, des films pour justement insister sur cette continuité, sur cette pluridisciplinarité. Je vais vous montrer ces deux films qui sont présentés aux familles avant de venir chez nous.
Alors, ce sont des films qu'on a travaillé avec les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs et le parquet des mineurs de Paris qui a été extrêmement soutenant dans cette initiative. Bonjour. Le film qui va suivre va vous expliquer le déroulement de l'examen médical de votre enfant à l'hôpital. Il sera examiné par un médecin spécialisé qui va rechercher d'éventuelles blessures physiques sur les régions du corps qui ont pu être concernées par l'agression. L'infirmière vous accueillera avec votre enfant et répondra à vos questions. Le médecin vous recevra seul avant la consultation. Vous pourrez alors lui faire part de vos interrogations. Pendant ce temps-là, l'infirmière restera jouer avec votre enfant. L'examen est rapide et sans douleur. Vous pourrez y assister en totalité. Il est très différent d'un examen gynécologique adulte et il est adapté à l'âge de votre enfant. Il n'utilise pas les techniques que vous connaissez. Chaque geste sera expliqué et réalisé avec votre accord et celui de votre enfant. Pendant l'examen, si vous avez des questions, le médecin y répondra et vous donnera les résultats au fur et à mesure. L'équipe médicale est constituée de professionnels spécialement formés à ce type d'examen. Ils seront attentifs au bien-être physique et psychologique de votre enfant. Le rapport de l'examen sera transmis aux policiers afin que l'enquête se poursuive. Si vous avez des questions, vous pourrez recontacter l'équipe médicale. Ils sauront vous aider et vous orienter en cas de besoin. Tout comme celui-ci, nous avons réalisé un autre film pour votre enfant. Cette vidéo est adaptée à son âge et permet de le rassurer sur le déroulement de la consultation. Et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. Au revoir. Donc ça, c'est le premier film qui est adressé aux parents des jeunes enfants. Alors, il y a un film qui est fait également pour les enfants que je ne vais pas vous projeter là. Et ce film a été réalisé avec notre association qui s'appelle le Centre de victimologie pour mineurs, dont j'ai été présidente jusqu'en 2018. Et maintenant, c'est Mélanie Dupont, notre psychologue. Et voilà, on a voulu faire ce lien et cet accueil pour les mineurs. Et je vais vous présenter le deuxième film qui est très court aussi, qui est adressé là aux adolescents. Il y a aussi un film pour les parents d'adolescents, mais que je ne vais pas vous montrer. Je ne peux pas vous montrer tous les outils qu'on a développés sur ce sujet. Je voulais vous montrer le film concernant les adolescents sur lesquels on a beaucoup, beaucoup travaillé. Bonjour, voici Léo et Anna. Comme toi, ils sont venus à la brigade de protection des mineurs raconter ce qui leur est arrivé. Ce petit film va t'expliquer le déroulement de l'examen médical qui va suivre à l'hôpital. Une infirmière t'accueillera et pourra répondre à tes premières questions. Elle sera avec toi tout au long de l'examen. Tu seras ensuite reçu par le médecin qui t'examinera et recherchera si tu as des blessures. Tu seras accompagné ou seul, comme tu préfères. L'entretien est confidentiel. L'examen est sans douleur. Tous les gestes seront expliqués et faits avec ton accord. Et si tu ne souhaites pas que l'on t'examine, tu pourras en parler. Le but de l'équipe médicale, c'est de savoir comment tu vas, physiquement et moralement. Le médecin n'est pas là pour juger, mais pour t'aider et discuter des choses importantes pour toi. Le rapport du médecin sera transmis aux policiers afin de permettre à l'enquête de suivre son cours. Si tu as des questions, tu pourras revenir ou rappeler l'équipe médicale. Ils sauront t'aider et t'orienter. Au revoir et n'hésite pas à aller sur notre site internet. Voilà, donc ces petits films sont faits pour créer du lien, vous avez bien compris, entre le mineur victime, la famille et l'équipe soignante, et leur montrer qu'il y a une vraie continuité professionnelle entre les intervenants. Alors, je vais reprendre mon PowerPoint. Merci.
Donc ensuite, le temps d'entretien quand l'enfant arrive, on a un temps d'entretien avec lui qui est pas un temps d'interrogatoire. On revient pas sur les faits. Hein. On ne revient pas sur les faits. On n'interroge pas l'enfant sur les faits. Parce que pour plusieurs raisons. D'abord, le policier nous a dit succinctement quelles étaient les déclarations de l'enfant, qui a été dans la majeure partie des cas auditionné avant l'examen UMJ. Et si l'enfant veut revenir dessus, on le laisse faire, mais on ne va pas l'auditionner. Et donc, on va le laisser nous dire ce qu'il voudra nous en dire, mais bon, il n'y a aucune obligation. Le policier, si on en a besoin, peut nous adresser le PV d'audition, le procès-verbal d'audition. Chez nous, on a un accord avec le parquet, à charge pour nous de le détruire après l'examen, mais on peut avoir accès facilement au PV d'audition, et le policier va le faire d'initiative dans certaines situations, notamment les agressions sérielles, les situations de prostitution. Il va nous adresser d'emblée le PV, et il le fera aussi systématiquement pour la psychologue qui va faire l'examen dit de retentissement psychologique à distance des faits chez nous. Hein. On a une psychologue qui s'occupe des mineurs spécialement pour cette activité-là. Alors, pour les plus jeunes enfants, vous avez vu, on va recevoir le parent seul, et en fait, ça va permettre au parent de s'exprimer à un moment où il a l'impression que tout lui échappe avec cette procédure judiciaire, il a des contraintes, etc. Et il va pouvoir exprimer sa colère, va pouvoir pleurer, va pouvoir nous parler de son sentiment de trahison, parfois même son ambivalence par rapport aux faits. Et le parent va pouvoir aussi parfois, et c'est pas rare dans notre expérience, évoquer des situations d'agression sexuelle qu'il a rencontrées pour lui-même et dont il n'a souvent pas du tout parlé. Et le but vraiment de ce premier entretien, c'est de faire alliance avec le parent, parce que notre objectif, c'est vraiment que l'examen se passe le mieux possible, l'examen médical. Donc, on va essayer de faire alliance avec le parent et lui dire qu'il est important, qu'on compte sur lui, que sa position est vraiment importante pour nous. Pendant ce temps-là, donc, l'infirmière va être en salle d'attente avec l'enfant. Elle ne va pas lui poser non plus de questions sur les faits, mais elle va observer comment cet enfant joue, comment cet enfant supporte la séparation de la personne qui l'accompagne. Elle va pouvoir nous faire aussi un retour de ce qui s'est passé. Alors, pour les adolescents, vous avez vu, c'est le tête-à-tête, parce qu'on sait très bien que le tête-à-tête, c'est la manière finalement d'accéder à l'adolescent le plus facilement possible, et on va les recevoir sans son accompagnant. Alors souvent, l'attitude la plus favorable, je dirais, c'est celle qui montre notre disponibilité. Hein. Si tu veux, on peut en parler. Si tu as des questions, je peux peut-être t'aider. Voilà. Et on laisse l'adolescent nous en parler ou ne pas nous en parler à sa guise. On lui explique un petit peu notre mission, et on essaye de maintenir un cadre professionnel tout en soutenant l'adolescent dans le sens de cette disponibilité, en fait. Et nous, on ne dit pas à l'enfant qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas. Pour nous, ce n'est pas une attitude professionnelle de dire à un enfant qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas. C'est à sa famille de faire ça, c'est à ses proches de faire ça. Nous, on préfère conserver une neutralité avec empathie, avec de l'empathie, avec de la bienveillance, mais ce n'est pas à nous de prendre position par rapport à ce qui s'est passé. On n'invalide pas ses propos, bien sûr, mais voilà, on reste dans une position très, très professionnelle. Alors, l'examen médical, c'est j'ai besoin de ton accord pour tout ce que je vais faire avec toi. Et on est très soucieux que l'enfant soit un vrai acteur de son examen médical. Alors, l'examen, il commence toujours par un examen général dont l'enfant a extrêmement l'habitude en pratique pédiatrique courante. Hein. Et donc, on va faire poids, taille, ils sont toujours extrêmement intéressés. Hein. Les ados en particulier sont très, très intéressés par poids, taille, etc. Et on présente notre mission, comme on est des spécialistes des bobos, nous, aux jeunes enfants, on est des spécialistes, donc on regarde un petit peu partout s'il y a des bobos. Alors, on effectue un examen clinique de la tête aux pieds. Quelquefois, on trouve des signes de violence voilà, dont on ne nous avait pas parlé auparavant, donc ça a un réel intérêt médico-légal.
Et on va évaluer tous les téguments, la croissance laturo-pondérale, le développement psychomoteur et l'évaluation de la puberté, etc. Alors, chez l'enfant, l'examen est très, très spécialisé. Et ça, vous voyez, c'est Joséphine, c'est notre grenouille, c'est notre mascotte. J'ai plein de grenouilles dans le service qu'on nous a offert de part et d'autre. Et en fait, elle va expliquer à l'enfant comment s'installer pour l'examen génital. Et on donne cette dimension ludique à l'examen qui est très appréciée des enfants et qui est aussi très appréciée des accompagnants. Les parents sont rassurés que ça se déroule dans ce type de climat, hein, cet examen. Alors, l'examen est très, très rapide, complètement indolore. Il n'y a pas d'instrument, comme vous avez vu dans le petit film. Hein, c'est tout à fait rapide. Ce qui est très long, c'est le temps de préparation. Il faut préparer les parents, il faut préparer l'enfant, etc. Mais une fois qu'on y est, c'est extrêmement rapide. Et contrairement à ceux qui pourraient penser qu'on fait revivre un trauma à l'enfant, pas du tout. Nous, justement, on met des mots sur ce qu'on fait, sur ce qu'on voit, on fait des commentaires, on restitue un petit peu les choses. Donc, on n'est pas du tout dans un vécu traumatique pour l'enfant. Et à chaque fois, on va lui demander, est-ce que tu es d'accord avec ce que je fasse ceci, cela? Alors, pour les ados, l'examen, c'est souvent leur premier examen génital. Hein. Les adolescentes, on est souvent Donc, on commence par un rappel anatomique en se moquant un petit peu de ce qu'elles ont appris en quatrième sur la gestation de la vache ou du mouton, hein, puisqu'on ne leur a pas du tout parlé de leurs organes génitaux, ils ne savent pas du tout où se trouve leur clitoris, leurs petites lèvres, etc. Donc, on fait un repère anatomique avec des quiz. C'est tout un parcours, ça, entre le médecin et l'infirmière qui ont l'habitude de travailler ensemble. Moi, j'ai une puéricultrice, j'ai commencé en 2002 avec elle, donc vous imaginez bien que quand on fait des examens, on peut même plaisanter, etc. Enfin, ça se passe dans un climat plutôt serein. Et puis, on dit à l'ado qu'on peut faire une pause quand il veut, qu'il peut poser toutes les questions qu'il veut. Et les questions, il y en a. Il y en a beaucoup des questions hein, sur l'acné, les préservatifs, les règles, la contraception. Enfin, on a beaucoup de questions. Et une chose très importante pour nous dans l'examen, c'est qu'il faut pouvoir rassurer l'adolescent chaque fois que c'est possible. Parce que les ados, ils se disent, ah, le médecin, il a vu que j'ai ça, il m'en parle même pas tellement il pense que c'est grave ou tellement il pense que c'est pas bien. Donc, moi, je fais des commentaires. Quand il y a beaucoup d'acné, je parle de ça. Voilà, on peut parler de tout parce que c'est la normalité du corps à l'adolescence, ça occupe une place très, très particulière. Et puis, si l'enfant ou l'adolescent éprouve de la détresse face à l'examen médical, on va le différer. On ne va pas insister forcément pour le faire. Et j'ai eu une ado l'année dernière, il a fallu qu'elle vienne 3 fois. Une fois pour voir la salle d'examen, une fois pour faire l'examen somatique général, et la 3e fois, on a pu faire l'examen génital. Et avec ce protocole, on a moins de 1% de refus d'examen, ce qui est quand même pas mal, je trouve, pour ces enfants. Alors, les limites de l'examen médico-légal, sont nombreuses et ils vont avoir un impact aussi sur la manière dont l'enfant, l'adolescent va pouvoir le vivre. D'abord, pour vous dire que grâce aux anglo-saxons, à l'Amérique du Nord, on a fait des progrès considérables dans les années 90 et 2000 sur la compréhension de l'examen médico-légal de l'enfant victime d'abus sexuels. Il y a eu énormément de publications et on a appris quelles étaient les variations physiologiques des examens génitaux de l'enfant, ce qui nous a permis de progresser énormément sur ce sujet. Mais l'interprétation peut être délicate et il faut rester extrêmement prudent. C'est pour ça que c'est un examen très spécialisé et avec des conséquences qui peuvent être redoutables sur le plan judiciaire. Et c'est vrai que si le médecin n'en a pas l'habitude, il vaut mieux qu'il s'en abstienne et qu'il adresse l'enfant, l'adolescent, à une équipe spécialisée pour pratiquer cet examen. On a d'ailleurs établi des protocoles, nous, UMJ Paris, avec les principaux CHU parisiens,
pour leur dire un peu, quand vous recevez un ado ou une enfant victime d'agression sexuelle, voilà ce que vous pouvez faire, les prélèvements que vous pouvez faire, même des prélèvements à l'aveugle. Nous, on se chargera de l'examen. En urgence, voilà, quel est votre rôle? Donc, il y a une distribution vraiment très, très organisée du rôle de chacun. Deuxième problème, c'est que l'examen est le plus souvent normal. Et ça ne permet pas du tout d'exclure la réalité d'une agression sexuelle. Premièrement, parce que la révélation est souvent tardive chez l'enfant et l'adolescent. Et s'il y a eu d'éventuelles lésions, elles ont pu tout à fait cicatriser et ne plus être visibles. Deuxièmement, parce qu'il y a 1001 manières d'agresser sexuellement un enfant et qu'il y a bien des manières qui ne laissent aucune trace, les attouchements qui sont quand même extrêmement fréquents. Les pénétrations génitales chez l'adolescent ne laissent pas forcément des traces non plus. Donc voilà, l'examen est le plus souvent normal. Et contrairement à ce que pensent beaucoup de parents, beaucoup de professionnels et dont des magistrats, l'examen apporte très rarement la preuve d'une authentique agression sexuelle. Et le plus souvent, il permet ni d'affirmer ni d'infirmer des violences sexuelles. D'où l'importance de la rédaction du rapport médico-légal. Parce que si on le rédige mal, les gens peuvent penser qu'il ne s'est rien passé, il n'y a rien à circuler, il n'y a rien à voir. Donc, il faut pouvoir expliquer à chaque fois et remettre en lien avec les déclarations de l'enfant les constatations médico-légales et de pouvoir faire des conclusions tout à fait correctes. Alors, l'examen chez l'adolescente, je vais parler de la petite fille d'abord. La petite fille, vous savez que les enfants n'ont souvent même pas les mots pour expliquer ce qui s'est passé. Ils nous disent que tonton, il a fait pipi dans la bouche, que papa voulait que je boive son zizi, que le grand-père, il y avait du lait qui sortait du zizi. Enfin, ils ont plein de choses pour nous parler des agressions sexuelles des enfants. Il a une connaissance très limitée en matière d'agression sexuelle. Et il y a des petites filles qui peuvent penser authentiquement qu'elles ont été victimes d'une pénétration alors que il n'y avait pas eu vraiment de pénétration génitale, parce qu'on sait que chez la petite fille, la pénétration génitale, il va y avoir des lésions traumatiques quasiment obligatoirement. Et donc, moi, ce que je fais un examen j'appelle une reconstitution sur table, c'est-à-dire que j'essaye, avec l'accord de l'enfant, bien sûr, de le faire revenir vers la scène qui s'est déroulée pour essayer de mieux interpréter ce qu'il entend par pénétration. Et souvent, on a des réponses intéressantes où l'enfant voit bien que ce n'était pas du tout une pénétration hyménéale, mais c'était une pénétration entre les grandes lèvres, c'était un coït intercrural, c'était ceci ou cela. Et donc, on va pouvoir remettre ça dans la rédaction du rapport médico-légal et bien dire que l'enfant n'a pas menti, mais c'est qu'il n'a pas su interpréter correctement les actes qui ont été posés. Chez l'adolescente, on est confronté à une autre difficulté, c'est que il y a rarement de lésions traumatiques en fait génitales, gynéco, hyménéales lors d'une pénétration pénienne chez une adolescente pubère. On estime aujourd'hui que dans les publications les plus récentes que seulement 4 à 6% des filles ont des lésions génitales après un rapport sexuel. Donc, il y a des filles qui vous disent « j'ai été victime d'un viol », elles ont été authentiquement victimes d'un viol, mais il n'y a aucune lésion. Donc là aussi, il faut l'expliquer à la jeune fille qui dit « si on ne voit rien, on ne va pas me croire », l'expliquer à la mère qui est parfois d'une culture où la virginité est extrêmement valorisée, elle a beaucoup de mal à comprendre qu'on ne trouve rien, qu'on ne trouve pas de lésions particulières, et l'expliquer aussi aux policiers, aux magistrats, avec cette idée qu'il y a une sacro-sainte barrière hyménéale qui différencie les agressions sexuelles des viols, et que voilà. Donc, tout ça, c'est un travail explicatif très important et de restitution aussi aux enfants et aux adolescents, de leur dire que oui, c'est tout à fait possible que ce qu'ils nous disent n'ait pas de traduction traumatique, n'ait pas de traduction génitale traumatique.
Et dans notre pratique, effectivement, on trouve des hymens qui sont suffisamment souples, suffisamment élastiques pour ne rien occasionner au niveau traumatique. Alors, oui. Bon, alors je vais continuer. Alors, ce qui est important après l'examen, c'est d'intégrer l'enfant dans un parcours de soins protégés pour nous. Alors, soins psychologiques, bien sûr, et finalement, c'est l'exigence de ce parcours de soins protégés qui fait que nous acceptons, nous, pédiatres, légistes, de ne pas suivre les enfants par la suite parce qu'on est dans une séparation constat-soin. Donc, on a besoin de trouver des relais pour accompagner ces enfants et pour accompagner ces familles. Donc, à Paris, il y a un déficit de soins psychiques pour envoyer des enfants sur des soins psychiques, c'est très, très compliqué. Alors, dans le cadre du centre de victimologie pour mineurs, vous avez rencontré Joséphine, notre grenouille, et on a développé un programme qui s'appelle Nénuphar, un programme Nénuphar qui fait qu'on peut offrir à des enfants qui ont été vus à l'UMJ et sous huitaine un rendez-vous avec un psychologue chez nous. On peut offrir la même chose aussi aux parents avec une autre psychologue qui s'occupe des adultes chez nous, mais pour nous, c'était essentiel de pouvoir faire un relais, une première évaluation. Alors, cette psychologue ensuite va orienter l'enfant, la famille, comme elle pense devoir le faire, mais on a vraiment besoin de cette exigence pour accepter les contraintes de cet examen médico-légal. Je vous ai parlé de la convention avec les CHU pédiatriques parisiens et on a des consultations aussi de suivi sérologique quand on fait des prises de sang aux adolescents notamment, qui nous permettent de les réévaluer à 15 jours, à 1 mois et à 3 mois et de pouvoir les orienter. Et ça, c'est vraiment aussi extrêmement important. Alors, je vous ai un petit peu remis comment on évite un peu les risques traumatiques de l'examen chez l'enfant. Alors, bien sûr, l'informer sur le déroulement de l'examen, le professionnel compétent et à l'aise, hein, ce n'est pas toujours évident. L'examen qui est adapté au développement de l'enfant, le respect de l'intimité, on ne déshabille jamais, un enfant n'est jamais complètement nu chez nous. Hein. On fait d'abord ce que j'appelle l'hémisphère nord, puis l'hémisphère sud. Hein. Donc voilà, on fait un examen respectueux, consentement de l'enfant à chaque étape, des commentaires de l'examen, l'accompagnement et le respect du refus de l'examen qui sont essentiels. Alors, du côté des professionnels, pour terminer, c'est un peu ma dernière diapo. D'abord, il faut dire que ce travail ne convient pas à tous les professionnels et ne convient pas à tous les pédiatres du tout. Il faut être motivé pour s'occuper de ce type de situation. Et ceux qui ne se sentent pas la capacité de le faire, ils doivent pouvoir le dire. C'est pas une position vis-à-vis de la victime, mais c'est vraiment une position vis-à-vis de leurs propres limites et de leurs propres compétences. Et ça, on peut tout à fait l'accepter. Mais il faut que les professionnels se laissent quand même un petit peu de temps. Moi qui accueille des étudiants, des internes de pédiatrie, voilà, il faut qu'on puisse leur dire que ça ne va pas de soi et qu'il faut accepter un certain malaise initial qui est compréhensible et qui est même souhaitable, je dirais, hein, pour développer avec une bonne supervision ce type d'examen. Ensuite, le professionnel doit être conscient que il va être touché par les propos, par l'histoire, par ce que va lui dire l'enfant. Et il va soit être sidéré, soit il va avoir tendance à banaliser, à minimiser les faits pour les mettre un peu à distance, hein, parce que c'est extrêmement violent pour lui. Hein. Et il peut même tenir une adolescente, par exemple, responsable de ce qui peut lui arriver dans le sens mise en danger, fugue, alcoolisation massive, etc. Il peut aussi y avoir aussi des résonances affectives de son vécu personnel parce qu'il y a un certain nombre de soignants qui ont aussi vécu des situations d'agression sexuelle et c'est ce qu'on voit avec des jeunes aides-soignantes ou des jeunes infirmières qui sont très volontaires pour venir dans le service et qui vont très rapidement s'écrouler parce qu'elles vont nous évoquer ces situations d'agression sexuelle.
des professionnels peuvent avoir aussi des espèces d'éléments projectifs comme ça sur des inquiétudes par rapport à leurs propres enfants. Quand ils voient des jeunes enfants comme ça ou des ados victimes, ça peut tout à fait les inquiéter. Et puis, il y a des situations, soit où le soignant se sent dans la toute-puissance et pense qu'il va pouvoir régler tous les problèmes de la victime, soit au contraire va se sentir impuissant. Et un écueil difficile aussi, c'est le risque de contamination par les perturbations du fonctionnement familial de l'adolescent. On se sent parfois seul, on se sent parfois isolé dans ce travail auprès des victimes, et c'est vrai qu'on a besoin d'être attentif à nos propres besoins, de communiquer nos émotions, mais avec les bonnes personnes. Je vous ai dit, on n'a pas de supervision, donc on peut trouver une supervision extérieure, mais voilà, on essaye de ménager des temps quand même de discussion, de débriefing entre nous. Mais en résumé, qu'est-ce que les enfants attendent finalement de l'examen UMJ de nous, professionnels? Ils veulent qu'on les accueille avec empathie, qu'on leur fasse une place, qu'on les écoute sans disqualifier leurs propos, qu'on comprenne leur détresse, qui peut souvent se manifester aussi par des symptômes somatiques, qu'on les traite avec respect et finalement qu'on s'acquitte de notre boulot de façon tout à fait simple et professionnelle. Je vous remercie.